Salut tout le monde, c'est Full Panda. Bienvenue à l'émission Brussels Game Festival autour du BGF, avec qui on reçoit des anciens ce soir. Bonjour Nicolas. Alors qui commence le tour de présentation? Voilà. Parlez pas tous en même temps, hein, surtout, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Donc tout le monde s'est présenté. Donc, en fait, je vais les appeler. Ouais, ça sera mieux, je pense. nous avons On reçoit Nico. Tanju On reçoit Nico. Bonjour Nico. à côté. Nous avons Patrick qui était là. Bonjour à tous. Et nous avons Bernardo. Et bonsoir tout le monde. Je suis Maxime. Bienvenue. Full Panda, c'est la troisième épisode de la série autour du BGF. Deuxième. Et ce soir, on a deuxième. Parce que la première fois, on avait reçu. Oui, c'est la deuxième. Ok. Là, on a quand même la crème de la crème. On a les personnes qui font que nous sommes là ce soir, finalement. Eh oui. Pour eux, il n'y a pas de BGF. Donc, sans ça, oui, il n'y avait pas de BGF, effectivement. Je crois qu'on peut pas mieux résumer. Sans l'idée folle de qu'on a été évidemment les chercher parce qu'il se mettre un petit peu en jambe. Je vous propose à tour de rôle d'évoquer un petit souvenir ou assez brièvement, on aura le temps de développer par la suite, hein, un petit flash comme ça. Quel est votre lien avec le BGF? Qu'est-ce que ça inspire pour vous après toutes ces années? Enfin voilà, un petit flash pour chacun. Nico, si tu veux bien, tu es le premier à ouvrir le bal. Ouais, c'est pas un flash ou en tant que c'est ça, c'est surtout plutôt un chiche. On va faire quelque chose qui n'existe pas. En tout cas, à l'époque, on l'a fait en Belgique et a fortiori à Bruxelles. C'était de dire, ben voilà, on va amener les gens au milieu du mois d'août, sous la pluie. Ça pendant, à l'époque, c'était 32 heures. Donc c'était ce chiche, on n'a pas d'argent, mais on va faire le truc et on va faire en sorte que les gens jouent. Et donc, et cette mobilisation privée et ASBL a fait en sorte que je trouve l'idée est géniale. Et surtout après quand on voit l'évolution quelques années plus tard. Donc c'est plutôt ça mon ressenti. La fierté de ce truc-là qui existe. Ton flash de l'idée originale, quoi. Originale dans le sens au tout début. Je passe la balle à Tanju, justement, pour rebondir. Oui. Des flashs, il y en a plein, mais j'en retiendrai un. Que comme Nico a parlé de la pluie, effectivement, c'est ce qui nous a quand même tous marqué. En tout cas, les premières années du BGF. Je crois qu'on n'a pas eu une seule édition, on n'a pas eu la drache. Au moins un jour. Et je me souviens effectivement que la toute première édition, donc c'était en 2013. On avait dit que c'était 32 heures non-stop, donc on a fait une nuit blanche, nuit du jeu. Et au bout de cette nuit du jeu, vers 5 heures du matin, je crois, Nico vient vers nous. Tu étais un des rares à avoir un smartphone à l'époque, je pense. Et tu consultais la météo. Et tu nous annonces qu'à 5 heures du matin, que dans une demi-heure, on va avoir c'était la pâte bruxelloise du festival, finalement. Quoi. C'est la marque de fabrique. La marque de fabrique de la région. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a en une demi-heure, trois quarts d'heure, on a dû tout réorganiser, je pense. Les gens sont géniaux parce que tout le monde a accepté d'être dans ce couloir-là, dans la galerie, alors qu'ils avaient payé quelque part pour un truc un peu plus grand, machin. Et tout le monde a accepté de jouer le jeu, d'être l'un sur l'autre dans cette galerie. Où il y avait encore des rares qui jouaient, où ça allait être bruyant à crever. Tu fais ça maintenant, mais t'as tous les éditeurs qui gueulent, t'as tout le monde qui gueule et qui dit ah non moi je paye pas, machin. Et là tout le monde a dit allez, il pleut, mais on s'en fout quoi, on y va. Ouais. Ça c'est cool quoi. On y va. Et on avait déjà prévu un terrain de multi dans la rue de l'enseignement. Et donc, toute la journée du samedi, ce terrain avait super bien fonctionné. Il y avait eu plein d'animations. C'était très sympa. Et on avait prévu le lendemain, donc le dimanche, un tournoi de multi. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule le tournoi? Est-ce qu'on le garde? Et finalement, on a mis des tonnelles sur le terrain
Donc c'était un terrain qui était délimité par un tapis, un grand tapis bleu, je me souviens. On a encore des photos de l'époque. Et on avait posé des tonnelles au-dessus du terrain pour protéger de la pluie. Et on a quand même pu faire ce tournoi. Et vers midi, il me semble, midi, 1h de l'après-midi, on a eu un beau soleil. Et finalement, on a eu très très chaud sous Et tout le monde est les ressorti. tonnelles Et en même temps, après. c'est à nouveau la marque de fabrique bruxelloise, c'est qu'on ne Mm. va pas se laisser arrêter par le temps, sinon on ferait rien, quoi. Bien, Patrick, ton flash. Bah écoute, mon flash, j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que ça a été le tout début en fait. Le flash, c'est surtout Tenju avec son super festival qu'il avait fait à la Tentation, qu'on avait vu avec Stéphane Pat à l'époque, donc responsable de la table. Et ce jour-là, ça a été un peu la révélation. Faut dire qu'on s'est dit ouais, faut faire un festival, faut en faire un. Il n'y a pas moyen. Et on a un petit peu titillé Tenju. Mais comme dit Nico et Tenju, c'est vrai que le soleil, il a toujours été présent, quoi. C'est vrai que ça a été un truc de fou. Ouais, il était avec nous. C'est aussi simple que ça. Il était toujours à rayonner avec tous les gens. Ouais, bon, pas Bien, entendu. Bernardo, je disais, en parlant de oui, soleil, tu veux Ouais, bon, rebondir sur alors, un flash qui a un lien avec le soleil ou la pluie? je... Non, je vais plutôt rebondir un peu comme Nico. En fait, je pense que les flashs comme ça qui me reviennent, c'est vraiment le côté bénévolat. En fait, les gens ne se rendent pas vraiment compte que le côté bénévolat qu'il y a derrière la création d'un Mhm. festival comme ça, il est énorme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps passé, des réunions pour essayer de trouver des solutions à des problèmes que les gens ne pensent même pas puissent exister, comment trouver des subsides, comment aller chercher des tonnelles, comment trouver des tables, comment trouver des chaises, où les mettre, faire un plan complet, comment faire la signalisation. Il y a énormément comment faire l'affiche. Et alors ça requiert des meetings et des meetings pour essayer de... Et puis chacun a ses idées, et alors il faut se mettre d'accord. Et donc c'est vraiment des meetings interminables pour finalement trouver des solutions. Et l'un dans l'autre, à la fin, on arrivait à faire quelque chose de présentable oui, le public était là. Et au fil des années, bah, il a grandi et il est devenu Mhm. le festival tel qu'on le connaît maintenant. Et ce qui est très En intéressant, fait, oui, c'est vrai que vraiment bien de le souligner, c'est que cette énergie du départ, en fait, donc avec de façon bénévole évidemment, ben, a perduré en fait. Donc ben, l'héritage, si tu veux, de cette genèse a continué à perdurer. Et à l'heure actuelle, où le festival a pris des dimensions quand même assez importantes, ben, le mode d'organisation, certes, est un petit peu plus complexe parce que il y a peut-être plus de choses à gérer et que les équipes sont un peu plus grosses, mais l'esprit reste le même en fait, parce que je le précise pour ceux qui ne sont pas au courant, parmi nos Mm. personnes qui nous regardent, ben, toute l'organisation est faite de façon bénévole par pas mal de personnes qui bossent derrière, quoi, pour organiser ce festival. Full Panda, est-ce que nous allons aborder maintenant un petit peu, rentrer dans le cœur du sujet, un petit peu? Cette fabuleuse histoire a commencé, il y a quand même... Ah ben oui, il y a déjà eu des petits éléments de réponse, mais c'est vrai qu'on va aller un peu plus loin évidemment, parce que voilà, si on les a invités, c'est évidemment pour qu'ils nous parlent de la jeunesse du festival, hein, savoir d'où on vient, c'est super important. Voir que c'est pas tombé du ciel, il y a eu du travail qui a été mené derrière, et que c'est parti voilà comme d'une petite idée. Donc n'hésitez pas aussi dans le chat si vous avez des questions, savoir un peu comment ça s'est construit le BGF. N'hésitez pas à inscrire vos questions, on le regarde en même temps et on posera les questions aux invités. Donc oui, la première question effectivement, je crois que Patrick avait déjà un peu commencé, c'est-à-dire comment l'idée du BGF est née et comment elle a pu se mettre en place. Donc peut-être que Patrick du coup enchaîner par rapport à l'idée. Tu racontais l'anecdote de la tentation, tu peux peut-être développer un peu plus, parce que là, c'est vraiment là C'est ça, où ouais. je crois que c'est là où tu as commencé, en tout cas dans nos Mm. esprits.
Oui, ça c'est vrai. Enfin, en tout cas, dans les après, je sais pas pour les autres, pour Nico et tout ça, Si, mais si, Tanju je sais pas. Tanju racontait l'anecdote, enfin, vous racontiez à un moment l'anecdote à table, et puis c'est parti, je sais plus qui, quoi, comment, a dit, mais et pourquoi on referait ça? Quoi, à 24 heures? Et alors, à un moment, on a dit, bah non, pourquoi 24? Car à un moment, pourquoi s'arrêter à si peu? Alors, on part dans les délires, et puis le sage, hein, ici présent, avec la toison blanche, là, toujours très sage, dit, bah non, on va faire un 32 à ce moment-là. Et alors est parti le chiche, et donc du coup Tanju en mode ordinateur, à la checklist, hein, de tout ce qu'il faut, tout ce qui serait faisable de faire, possible de faire, et puis et c'est né d'un gros chiche en fait. Et ça c'est de Tanju en fait. Bah, Ouais. d'un gros chiffre, Alors, c'est d'une grosse passion en fait. donc C'est vrai qu'on Patrick partageait évoquait notre un bonheur, événement, quoi. ouais, Patrick évoquait un événement que j'avais eu l'honneur d'organiser 1 an avant le premier BGF, donc c'était en 2012. C'était effectivement les 24 heures du jeu. Alors les 24 heures du jeu, c'était un événement qui s'inscrivait dans le cadre d'un festival pluridisciplinaire que j'avais co-organisé avec un ami écrivain, qui s'appelait le Festival Checkpoint. C'était un festival pluridisciplinaire, il y avait du théâtre, du cinéma, de la danse, des concerts, dans plusieurs lieux à Bruxelles. Et puis moi, j'étais déjà à l'époque passionné par le monde du jeu, plus en tant que joueur qu'autre chose, mais je sentais déjà voilà, toutes les potentialités que le jeu pouvait offrir en termes de rencontres entre les gens, venant de milieux très différents, avec des parcours très différents, et donc le jeu comme un médium culturel. Et donc j'ai voulu intégrer donc le jeu dans ce festival, donc ce festival culturel, et proposer le jeu comme voilà, comme une production, comme une production culturelle comme une autre, comme on va au cinéma ou comme on lit un bouquin, on peut aussi jouer et découvrir l'autre à travers le jeu. Et donc on a organisé ça avec mes compères donc du festival Checkpoint, à la Tentation. Donc à l'époque, c'était quand même un lieu phare du monde culturel à Bruxelles. Et il se trouvait que voilà, on avait la possibilité de le faire le samedi, le samedi soir. Et puis le dimanche, le dimanche après-midi, il y avait à la Tentation, il y avait un bal de salsa, je crois, bal Ouais, c'est tango, ça, bal ça. salsa, je ne sais plus exactement. Et on s'est dit bon, prenons aussi la nuit, alors faisons aussi la nuit, et comme ça est né les 24 heures en fait, voilà, et par les circonstances de la programmation de la Tentation. Et j'avais invité à l'époque effectivement Patrick et Stéphane pour animer des tables de jeux de rôle. Steph était venu effectivement animer des tables de jeux de rôle, et c'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié. Stéphane avait ouvert il y a peu de temps auparavant donc la table Food and Games, et donc cet événement avait assez bien marché, donc il y avait 500 visiteurs je crois sur ces 24 heures. Et puis la particularité, l'originalité effectivement, c'est de tenir toute une nuit à jouer, à découvrir effectivement le jeu. Et donc il y a beaucoup de monde qui ont découvert le jeu à travers cet événement, et qu'on pouvait effectivement se rencontrer grâce au jeu de société. Voilà. Et puis quelques temps plus tard, effectivement, Stéphane est revenu vers moi en me disant tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas refaire les 24 heures, c'était sympa ici à la table. Je dis oui, regarde la Tentation. On avait quand même, je ne sais plus, 300 ou 400 mètres carrés C'est sur d'espace. 2 niveaux aussi, hein. On regarde la table. Il y a 2 étages, je pense. Hein, ouais. Enfin, un étage. Oui. On avait même on avait Il y avait 3 niveaux. Ouais. 3 niveaux. Aussi les combles de la Tentation, notamment pour les tables de jeux de rôle. Et à la table, bon, à tout casser, Bernardo,
me contredira peut-être, mais il y Ouais, avait on 30 mètres met carrés. 50 personnes. Ouais, 50 personnes, grand maximum. Donc voilà. On dit bon, associons aussi le Outpost qui était juste en face dans la galerie de la table. Donc là, on est à, allez, on va dire 100 mètres carrés avec les deux lieux. On n'est toujours pas, dans le cadre d'un festival comme on l'avait pu l'organiser à la Tentation. Casser les murs, c'était pas très envisageable. Donc solution, pourquoi on le ferait pas dans la rue? Oui, ok. Et donc c'est là qu'est née effectivement l'idée de faire un festival en plein air. Dans la rue, donc dans la rue de l'enseignement qui est la rue où se trouve l'Outpost et la table Food and Games, et les deux lieux effectivement que sont la table et l'Outpost comme quartiers généraux du BGF. Et voilà, donc il y avait deux lignes fortes, je dirais, dès le départ du festival, qui font partie de l'ADN du festival. C'est d'une part un festival en plein air, et d'autre part avec des espaces en intérieur, parce qu'il y a il faut quand même pouvoir organiser des choses en intérieur, et la gratuité. Donc c'était les deux grands, les deux principes sur lesquels repose depuis l'origine, donc le BGF. Et il y avait, alors à partir de quand vous avez commencé à... donc en fait, tous les quatre, vous étiez déjà intervenants, en tout cas, ou participants à à cette première mouture qui était... Est-ce que vous l'avez déjà identifié comme un festival à ce moment-là? Ou c'était dans la poursuite des 24 heures? Oui, non, on l'avait déjà destiné. Enfin, on était vraiment parti sur un festival et on était 8 au total, je pense. Avec, Ah ouais. faut compter encore Steph et Jeff qui faisaient partie de la table Food and Game, et il y avait aussi le label Ludo avec Eric et Sylvana qui étaient aussi des participants. Donc, à la base, on était 7-8 dans l'organisation du premier BGF en finale. Et puis bon, d'autres intervenants sont arrivés et se sont rajoutés au fur et à mesure des éditions. Ouais, Si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça. Non, donc Bernardo, lui est gérant donc de l'Outpost, qui était un des partenaires du BGF première mouture. Il y avait Steph, effectivement, de la table Food and Games. Et nous, en fait, Patrick, moi, Nicolas, on était les habitués de ces deux lieux. Et c'est par des relations d'amitié que finalement on a pu monter ce festival. Eric et Sylvana étaient déjà au sein du label Ludo. Sylvana par la suite est devenue Ludodecker, voilà, mais ils étaient également dans le secteur du jeu, mais en tant que joueurs comme nous en fait. Tiens, Bernardo, Moi, je me comment... souviens- Oui, vas-y, justement, je voulais te faire intervenir. Oui, moi je me souviens oui, comme Tanju vient régulièrement tous les mardis, il y avait des soirées jeux. Je me souvian qu'à un moment donné, il est venu avec un projet de ce qu'il avait fait de la Tentation, et on a commencé à discuter. Et je me souviens qu'à un moment donné, on s'est dit tiens, c'était une bonne idée. Et comme je faisais partie du comité du quartier ici des commerçants, on s'est dit, OK, si on fait allez, on n'a pas assez d'espace. Avec l'Outpost, on peut faire des tournois à l'intérieur pour avoir des gens, mais après, il faudra mettre à l'extérieur, dans la galerie, dans les rues. Et donc, je devais voir un petit peu avec le comité de quartier, et a priori, ça avait l'air de passer. Et donc, on s'est dit, OK, tentons l'aventure, parce que c'était pas gagné de bloquer les rues, parce qu'on est derrière le Parlement, et donc Oui. il faut des sorties d'urgence quand il y a des... Et donc voilà, c'était pas évident. Ça a été... D'ailleurs, je pense que la rue de la Tribune devait toujours rester ouverte à cause d'une sortie d'urgence si jamais il y a un souci au Parlement. Oui, Mais bon, voilà. il y a une anecdote d'ailleurs, le premier festival, le dimanche, quand on avait une urgence en fait pour rendre les tentes. De mémoire, c'était le premier ou le deuxième festival. On avait une urgence pour rendre les tentes, je pense le premier, parce qu'il fallait dégager la rue en fait, donc il fallait tout pousser. Et il y a un flic qui s'amène et il dit il faut se dépêcher. Et je le regarde, je fais grand, viens nous aider, hein, ça ira plus vite.
Et le mec le fait. Et là, vous avez le flic qui enlève le truc et qui vient porter les tentes, qui était complètement trempées. Et il y a une photo, je sais pas où elle est cette photo, mais il y a une photo du flic en service en train de nous aider à ranger les tentes. Oui, Oui, effectivement. Non, vas-y, le festival, continue. on a beaucoup bricolé, effectivement. On a eu des moments tout à fait surprenants. Et c'est ce qui m'a aussi vraiment touché, c'est l'intérêt aussi des habitants du quartier. On a eu pas mal de gens qui venaient effectivement, qui habitaient là, et qui, pour une fois, avaient une activité en plein milieu de l'été, parce que en plein milieu de l'été, généralement, ce quartier est mort, en fait. Il y a très peu d'activités. La plupart des commerces et de l'Horeca est fermé, en fait. Et nous, les premières années, le festival se déroulait justement autour du 15 août. Période complètement où le quartier était complètement déserté, en fait. Et le BGF était un moment finalement dans l'année qui ramenait un peu de vie dans le quartier. Et oui, donc effectivement, comment ça s'est passé? Mais juste, c'est une curiosité, hein, par rapport à tout ce qui était, par rapport aux autorisations. C'est-à-dire que vous êtes arrivé comme ça, une bande de 4 citoyens, j'ai envie de dire, et vous allez à la commune et vous dites voilà, maintenant on va occuper la rue pendant 32 heures. C'était quoi le premier accueil vis-à-vis de l'institution? Les premières autorisations, je crois que c'est la première fois on a dû faire ensemble, moi, Tanju et moi, parce que bon, j'avais l'avantage d'avoir le commerce déjà C'est ça, dans le ouais. quartier, donc j'avais une légitimité d'essayer d'utiliser l'espace de la voirie. Et bon, évidemment, ils font toujours des dossiers assez extensifs, et donc c'est pas toujours facile au début. Surtout la première, ils posaient des questions auxquelles on n'était pas spécialement préparé. Il y avait des choses comme un jour après, par après, il était bien rodé mais le premier dossier, je me souviens, il y avait beaucoup de questions où on se demandait, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ça. Et alors qu'on devait faire attention à plein de petites choses, des assurances qu'on n'avait pas toujours prévues. Mais donc, c'était assez galère au début. Après, Tanju est devenu un professionnel du subside et de toutes les demandes. Et donc, ça passait très, très bien. D'ailleurs, je pense il s'est fait beaucoup d'amis dans la politique. Parce que tout d'un coup, il y a eu plus de subsides qui venaient vers le BGF. Et on trouvait ça louche. Mais bon, on n'a pas posé de questions. Full Panda, toi, Voilà. tu faisais partie des premiers visiteurs du festival. Plus que visiteur, moi, c'est vrai que j'étais animateur, j'étais avec l'équipe Kirnunos. Et donc, moi, j'étais à côté de l'équipe Molki à ce moment-là, j'étais juste en face du cirque royal. Et donc, on faisait des animations toute la journée avec les enfants. Et c'est vrai que c'était dans un petit espace exigu, parce qu'il y avait toutes les tonnelles à côté et tout. Et donc, nous, on devait faire un parcours avec les enfants et qui allait jusque dans la galerie. Enfin, c'était tout un truc. Et donc c'est vrai qu'il y avait nos monstres qui se baladaient dans le festival, et les monstres se faisaient taper par les gamins en plein milieu du gros bazar, quoi. Donc c'était toujours un peu une folie. Mais les gosses adoraient ça et ils en redemandaient encore et encore. Je crois qu'il y en a qui refaisaient 10 000 fois l'animation. Mais c'est vrai que moi, ce que je me souviens du BGF assez rapidement, en fait, et ça va permettre d'aborder un peu... Ici, on a abordé la genèse, mais ce qui est aussi important, c'est tout ce qui concerne la philosophie du BGF. Parce que très rapidement, en fait, il y avait une ambiance vraiment très particulière, très, très ouverte. Et Cody, voilà, c'est part sur quand même un schéma où on veut faire 32 heures d'affilée. Tu dis, bah, ça s'adresse quand même, on va dire, plutôt aux gens qui sont à fond dans le jeu. Mais en fait, très rapidement, c'est quand même aussi un public familial qui venait en journée. Je dis, c'est pour ça qu'il y a les familles qui venaient et tout, qui venaient découvrir des jeux avec leurs enfants. Donc, il y a vraiment un tout public qui était là. Mais aussi, ce que moi je me souviens, c'est rapidement, c'était les tests de proto qui étaient là aussi. Donc on ne présentait pas que des jeux connus, mais il y avait aussi la possibilité de présenter son proto. Donc justement, je ne sais pas si vous voulez un peu parler juste de cette philosophie du BGF qui, pour moi,
perdure quand même pas mal. Et avec cet esprit finalement d'ouverture et de découverte que vous avez su implanter. Je pense que le BGF a toujours voulu être gratuit et donc c'est-à-dire accessible à tout le monde, aux associations et pas juste aux éditeurs, magasins et autres. Donc ça a été ouvert vraiment à tout le monde, à tous les passionnés, à tous les gens qui voulaient partager leur passion, leur envie de jouer. Et comme tu l'as bien dit, effectivement, il y avait vraiment une bonne variété de personnes parce que sur 32 heures, il faut savoir que la nuit, c'était ouvert. Donc la nuit, il y avait des gens qui restaient pour jouer toute la nuit parce qu'il y avait le petit déjeuner qui allait arriver. Donc ils étaient tous à attendre les coques au chocolat qui allaient débarquer. Et donc, il y en avait, hein, il y en avait. Et plus le temps passait, plus tu avais des joueurs qui restaient toute la nuit à faire des parties. Et hop, le lendemain, tu voyais des familles avec des papas, des mamans, des enfants, de toute origine. Et c'était vraiment, voilà, c'est vraiment la philosophie, je trouve, du BGS, c'est cette passion à partager avec tout le monde au final et faire découvrir un univers qui est quand même magique. Et je pense que nous sommes tous d'accord par rapport à ça. Et dans les premières aussi, il y a eu la bourse au jeu. À pas l'oublier, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau qui se faisait pas. Alors, je me contredis, je pense que ça se faisait à Namur une fois par an, une bourse au jeu. Je pense que c'est Sylvana un jour qui m'avait conseillé d'aller voir. Sylvana et Eric, qui sont pas présents ce soir, mais qui étaient là dès le début. Et donc, du coup, on a créé aussi cette bourse au jeu qui a eu un succès, mais d'entrée de jeu colossal, en fait, pour la région, pour Bruxelles. Et honnêtement, je pense qu'il ne faut pas oublier. Cette première année a été vraiment les germes de belles aventures qui continuent d'ailleurs. Je pense que la première année. Les fondamentaux donc, du BGF qui se sont développés par la suite. Effectivement, tu as cité la bourse au jeu, Nico. Il y avait la nuit du jeu. On avait aussi des éditeurs, des distributeurs, des boutiques, mais on avait aussi des associations qui venaient aussi avec leur public. L'idée était d'ouvrir vraiment le monde du jeu à tous les secteurs d'activité. Et on a eu, depuis le BGF, évidemment, tous ces pôles-là se sont développés. Mais dès le départ, il y avait cette volonté de réunir un maximum d'acteurs du monde ludique, proche ou lointain. Une autre anecdote, tant qu'à faire, la base, le nom, par exemple, le Brussels Game Festival, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on voulait... le côté néerlandophone n'a pas été oublié cette première année-là, elle a juste pas été mise en place. Mais par contre, on voulait que le nom soit un nom belge et pas un nom ni francophone ni néerlandophone, soit un nom qui puisse se comprendre. Et ça a été une grande discussion sur une espèce de panneau. Là, je vois encore où on était assis avec tout le monde, il vient de mener ses idées, là, et puis on a voté, et puis à un moment, on en avait marre, il était tard, et puis hop, et c'est parti comme ça. Mais le côté néerlandophone aussi, je pense qu'il est venu la 2e ou 3e année, Tanjou, par quelqu'un dans le staff. Les prénoms, j'ai complètement oublié, mais quelqu'un dans le staff, et puis après, l'ouverture. Alors Pierre-Gilles a amené un copain à lui qui venait avec les Board Game Monkeys, qui était là et qui était super intéressé, mais je me rappelle plus de son prénom à ce garçon. Et Water. probablement oui, Water, c'est ça, oui. Ouais. C'est possible que ça Water, ça. Ouais. Donc du coup, d'entrée de jeu aussi, on voulait que ce soit pas un festival franco-français, mais plutôt rallier les deux côtés de la Belgique, quoi. Et donc tu c'est vrai parlais, que ça s'est fait plus lentement. Hein. Oui. là tu parlais d'une séance de brainstorming pour trouver le nom. Il me semble que parmi vous, il y en a un qui est un petit peu accro à la collection d'objets divers et variés autour du BGF. Tu n'aurais pas la feuille avec toutes les propositions, Patrick, par hasard? Tu l'aurais pas gardé dans un coin? Attends, les propositions de quoi? Du nom du festival. Non, ça. Le paperboard original. Non, ça j'ai pas parce qu'en fait c'était sur un panneau. On écrivait à la craie. En fait, on se donnait rendez-vous à la table Food and Game en fait à la base. On faisait souvent nos réunions là. Il y avait
c'était notre centre, notre QG, la table. Et c'est vrai que les soirs, on faisait notre petit briefing avec un beau panneau qui servait en fait de menu pour la table Food and Game. Bon, on l'utilisait nous pour faire notre brainstorming. Et c'est vrai que ça, j'ai pas malheureusement. Quoique, on a peut-être des photos quelque part hein, qui traînent. Il me semble qu'il y a une photo avec ce panneau quelque part, il me semble. Je pense. En tout cas, ça pourrait être l'occasion de peut-être Quelqu'un l'a pris en de photo. montrer un petit peu peut-être tu peux nous montrer quelques petits objets du tout début si tu as ça, Patrick, et peut-être de montrer l'affiche, la première affiche. Est-ce qu'on peut, Nico, est-ce que c'est possible en fait? Et juste, oui, un petit message de Charlotte qui confirme que effectivement la bourse jeu à l'heure actuelle reste un des éléments qui attire le plus de monde au BGF. Et donc la bourse au jeu, la zone proto, la gratuité, l'esprit bénévole, tout en, c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on ne le fait pas professionnellement quelque part, dans le sens correctement. Tout ça, c'est des choses que vous avez mis en place et qui perdurent évidemment. Je vais t'avouer que c'était un très très gros boulot. C'est vrai que les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais comme l'a déjà dit Bernardo, il y a beaucoup de travail derrière, que ce soit pour trouver le matériel, mais aussi pour les bénévoles, parce que bon, moi j'ai été chargé bénévole, c'est pour ça que j'en parle, les 3 années, donc c'est vrai qu'il faut les briefer, il faut être derrière eux, il faut les aider, il faut les encourager, parce que finalement ils étaient bénévoles, et donc ils ont mis toujours leur cœur et leur passion et leur courage, parce que monter, et surtout démonter après 32 heures du matériel, bah faut le faire. Et donc ça, pour ça je les respecte et j'ai toujours respecté les bénévoles du mieux que je peux parce que voilà, ils ont donné leur passion vraiment et leur force. Sans eux, je pense qu'on n'aurait pas pu faire non plus tout ce qu'on a fait. Voilà. Alors Tenjou, on ne le dit pas non plus, mais il faisait beaucoup d'administratifs. Mais pendant le BGF, il se la bronzait. Ça, il faut le dire. Hein, il se mettait sur un transat, les pieds en éventail. Et on le regardait. On fait, mais qu'est-ce que tu fais, Tenjou? Le patron. Mais faut dire que, mais faut pas oublier qu'en amont, il faisait énormément de travail. Vraiment, il a fait le jour du BGF, il était tellement stressé qu'on croyait toujours qu'il allait avoir une crise cardiaque. Tellement il était stressé sur les. Alors lui, au moins on le voyait. Au mieux, c'était va jouer, mets-toi dans un coin. Laisse les yeux. C'est clair. Et alors, on se rend pas compte, mais tu parles des bénévoles, mais alors, les tentes, elles n'arrivent pas comme ça. Il fallait donc remplir des camions. Alors, ça a été toute une histoire, ces tentes, parce qu'elles pesaient, mais à un bras. Enfin, c'était 100 kilos, 80 kilos. C'était une horreur à monter. Il fallait 4-6 personnes juste pour soulever et mettre les piquets, ou je sais pas comment ça marchait, là, je me rappelle plus. Puis, il fallait remplir tous les camions. Enfin, un camion la première année, je pense, et puis 2 camions par après. Et donc, on a eu un clerc aussi à un moment. Enfin, c'était les bénévoles, franchement, ils étaient au top. Et c'était des tentes fournies par la commune, en fait? Non, justement, parce que les tentes fournies par la commune sont montées par le personnel de la commune. Non, ici, il s'agissait des tentes du service de prêt de la communauté française, donc à Naline. Puisqu'on pouvait les avoir gratuitement. Il faut aller les chercher, évidemment. Mais c'est au calcul. Ça nous revenait très cher, finalement. Il fallait payer le camion, le chauffeur pour les faire venir. Au départ, évidemment, le festival étant petit, on n'avait pas besoin d'énormément de tentes. Hein. Je crois qu'au départ, on commençait avec 7-8 tentes. Au final, on s'est retrouvé avec 90 tentes de Naline. Donc, c'était quand même, en tout cas, quand on a déménagé au parc du Cinquantenaire, c'était redoutable. Et effectivement, sans les bénévoles, on n'aurait rien pu faire, clairement. Les moyens, même si les subsides rentraient, les moyens étaient dérisoires par rapport à l'organisation, enfin aux moyens. Il faut le dire, le BGF n'a jamais fait de bénéfices. On a toujours été en faillite. Ah ouais. Mais toujours. Donc pour l'année d'après, c'était la rame et la rame. Bernard. Le BGF. Mais il y a un moment de blanc. Oui, il y a eu une petite voilà, une coupure. Ok, je disais à Bernardo, je ne sais pas si vous m'avez entendu, Bernardo, donne un petit peu le montant du premier BGF. Pour montrer à quel point, avec rien,
on peut faire quelque chose vraiment, parce que dans d'autres festivals en France ou dans lesquels j'ai eu l'occasion d'aller, où ça des discussions, mais sans fin sur, j'ai 200 bénévoles, j'ai 300 bénévoles. Nous, on avait, je sais pas, quelques dizaines et encore à tout péter, même pas, et on n'avait pas de moyens. Et ça, malgré Si, tout, ça a il y marché. avait des moyens. Il y avait la banque Hotpost. Oui, la banque, La banque a Hotpost recommandé. a financé le premier. Bon, il faut pas. Ouais. Je pense qu'on était dans les 2500 € pour le premier BGF. Si je me Mais souviens bien, Oui, parce que c'est ça a ça, pris genre c'est ça. un an pour récupérer parce qu'il n'y avait pas de, Ah cash ben non, flow, on a évidemment. il n'y avait pas de pas ça. Non, trésorerie. mais effectivement, Ouais, ça a toujours été c'était la en dessous de 5 trésorerie, 000 en €. fait, au niveau du financement du Oui. festival. Mais après, ça tournait. Mais effectivement, la toute première édition, je crois qu'on était à un budget de 2000 ou 2500 €. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. exactement. Exactement. Et c'est ça qui est fou, quoi. D'organiser un truc, on n'a pas de moyens et on y va, quoi. Et pas de moyens, enfin en tout cas très peu. Beaucoup de bonne volonté Oui, c'est ça, en fait. et des bénévoles. Mm, mm. Et tout ça en 3 mois. Ah oui, Ouais, ah oui, tout à fait. et puis et puis on a tout fait nous-mêmes en fait. Au final, ça a été vraiment un gros travail. On a tous donné de notre personne et de notre passion et de notre cœur, quoi. Mm, mm. Aussi. Et, C'est pour et ça qu'on a réussi à. C'est pour ça qu'on a réussi à faire ça. Et je me rappelle toujours la première tension à la fin du premier festival, à se demander si ça avait fonctionné, si on allait avoir du monde. On avait peur parce qu'évidemment c'était un premier festival, on savait vraiment strictement pas à quoi s'attendre. On savait pas du tout s'il allait avoir des gens, s'il allait avoir. Et au final, bah, ça a été la grande surprise, la grande bonne surprise même, parce que Oui. bah, les gens étaient au rendez-vous, quoi. Et ça nous a donné évidemment du peps, de la force, pour se dire, bah, allez, c'est parti, on fait un deuxième. Enfin, ouais. moi, c'était ça. C'était vraiment ça. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il faudrait effectivement pérenniser la structure et on a décidé de créer une ASBL. Donc, juste parce que la première édition a été organisée en fait avec l'appui, le soutien du comité de quartier, donc de Les comité quartiers, c'est ça. Dont parlait Bernardo tout à l'heure. Ouais, Ouais. c'est ça. En fait, oui, qui on a vraiment saisi en fait que la première édition, voilà, bah, s'appuyait sur l'outpost et le comité de quartier ouais, et c'est la ça. bonne volonté. C'est-à-dire, voilà, ouais. Et Vu donc que c'était l'alternative à la les dossiers avaient la été plantation, introduits quoi. via le comité de quartier. Mais par la suite, il fallait effectivement qu'on ait que le BGS soit porté par une structure totalement autonome. Mhm. Et donc voilà, l'équipe initiatrice du festival s'est associée pour créer cette ASBL. Donc là, on est en 2013, en octobre 2013, et on crée effectivement l'ASBL Udiris, qui reste aujourd'hui la structure porteuse Organisatrice, du porteuse du festival. festival. Tout à fait. Alors, je voulais justement lancer Full Panda là-dessus, mais en attendant qu'il arrive, ben, je vais vous lancer, parce que c'est vous les principaux qui allez un peu nous aiguiller. C'est qu'à un moment donné, il y a eu, donc ça a duré 3 ans, dans la même zone, disons, géographique. Et puis il y a eu le grand déménagement. Comment s'est passé en fait, enfin pourquoi déménager déjà? Et puis comment ça s'est passé en termes de logistique et d'ampleur que, Alors, moi, j'étais comment pas vous avez là, donc décidé tout d'un coup que, ben, après 3 éditions, finalement, on va changer de lieu? je Bah, n'étais pas c'était- pour le changement de lieu là. Par contre, on a déjà eu du mal à à agrandir parce qu'on était sur une moitié de rue de l'enseignement, faut savoir au tout début. Puis on a fait les deux parties, donc toute la rue de l'enseignement pour les 2 années qui ont suivi. Et puis bah voilà, il y avait le monde qui était toujours présent et de plus en plus présent. Et je suppose, moi j'ai quitté à ce moment-là parce que bon bah là, avec le boulot c'était un petit peu plus difficile. Mais je vais laisser la main aux autres qui vont expliquer le déménagement, comment ça s'est passé évidemment. Tanjou, Il y a tu, il y a alors Oui, peut-être je vois un message, oui, non, mais j'ai je vais une me mettre petite sur espionne qui me écrit un message en me disant que toi, tu sais pourquoi il y a eu un déménagement. Je sais pas si c'est ça qu'elle veut dire, mais Alors, il y avait un historique aussi, c'est qu'il y a toujours une volonté à un moment ou à un autre d'agrandir. Du temps que moi, en tout cas, j'étais là, je poussais à ça et je voulais que ce soit dans tous les parcs de Bruxelles, un peu comme le fait ah Partenay. oui.
Moi, je suis parti en France, donc je me suis pas occupé du BGF à partir du 2 a été le dernier pour moi. Mais il y avait déjà une vision plus grande de certains C'est ça. et non pour d'autres. Donc il y avait déjà 2 courants. Mais le reste, je laisse Tanjou expliquer. Comme d'hab, vas-y. Donc, 2013, 2014, 2015, 3 éditions qui se sont déroulées dans la rue de l'enseignement, la galerie du Parlement, et donc la Haute Poste et la table, qui étaient les deux lieux, les deux quartiers généraux. Et on avait également, pour le Meulky, on avait également le parc Royal qui se trouve à 100 mètres de la rue de l'enseignement. Et donc, les premières années, dans le parc Royal, on avait occupé, pas tout le parc Royal évidemment, mais une petite zone pour nos animations de Meulky. Et il y avait effectivement cette volonté d'extension parce que on se retrouvait un peu à l'étroit dans la rue de l'enseignement. Au départ, le festival se déroulait à la mi-août et la plupart des commerces Horeca étaient fermés à ce moment-là. Sauf que au fil des éditions, comme ça attirait du public, un certain nombre de commerçants se sont dit tiens, ce serait peut-être bien d'ouvrir aussi autour du 15 août. Et ce qui réduisait aussi à ce moment-là nos espaces d'occupation. Et donc, on se retrouvait effectivement un peu coincé en termes de développement du festival. Surtout que Et le donc, public mon idée venait de plus en première- plus mon nombreux, idée j'imagine. première- Pardon? Je disais que le public venait de plus en plus nombreux, j'imagine, au fil des ans, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Écoute, là, j'ai relevé donc le nombre de visites. On était à 2000 en 2013, 4500 en 2014 et 6500 en 2015. Donc, c'est des estimations, mais ça donne Dans 2 rues, Ah ouais. quoi. voilà, Oh, purée. une tendance lourde. Et donc, moi, mon idée première, c'était de faire l'extension du côté du Parc Royal, puisqu'on était à 2 pas Logique. de notre poste et de la table, et on voulait les garder comme partenaires historiques. Et il se trouve que le parc n'était pas disponible à ce moment-là. Et donc, c'est Visit Brussels, donc qui est l'opérateur bruxellois, la promotion de Bruxelles, qui nous a proposé d'occuper le cinquantenaire. On était quand même assez loin là du Parc Royal, du quartier Notre-Dame-aux-Neiges. J'étais assez réticent au départ, mais Visite Bruxelles a été assez convaincant et on s'est dit pourquoi pas. Et donc à ce moment-là, Pat n'était plus dans l'organisation, je pense. Non, en fait, je travaillais au magasin et donc du coup, Ouais, ça faisait un peu double casquette et j'avais plus trop le temps de faire l'organisation et en plus de tenir la boutique pendant le festival, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc je pense que j'ai arrêté à ce moment-là, en fait. Ouais. Et Nico, je sais plus si tu es encore dans le staff. Non, parce que étant à partir de 2015 en France, ça devenait, je pouvais pas, quoi. Enfin, ça ne servait à rien à ce moment-là. Donc, C'est un autre Moi, j'ai Nicolas. fait les 3 premières années, en fait. Ouais, c'est un autre Nicolas qui a repris tes fonctions, je pense. C'est Nicolas Koenig. Koenig, oui. ouais. Ouais, Nicolas qui a repris les fonctions, enfin les missions de Nico. Tout à fait. C'est l'histoire de Nico, en fait. Oui, complètement. À la même place, au même poste. Il est pas Nico un peu dans l'organisation. Enfin, à un moment, c'était assez impressionnant. Et donc voilà, on a déménagé parce que voilà, le festival, le développement du festival le nécessitait. D'une certaine manière. Ouais, Et moi, alors, il y je avait pense aussi peut-être la que peur. Les tables ont arrêté leur collaboration à ce moment-là, je pense, lorsqu'on a commencé, enfin, on a décidé le déménagement. Il y avait peut-être la peur de ne pas avoir une structure, enfin, du moins, l'outpost en l'occurrence, un endroit physiquement solide. Non, je pense-
Parce que là, dans Je le pense parc, que en ce qui fait, s'est vous passé, êtes à... Oui. il y avait eu des soucis pour l'utilisation du parc royal pour le Molki. C'était pas toujours facile. Il y avait des problèmes d'espace parce qu'on était au maximum de ce qu'on pouvait Eh utiliser oui. dans la rue de l'enseignement. Mm. Et on était même passé dans la galerie, on essayait d'aller vers l'autre côté, dans l'autre sens. Mais bon, le succès était au rendez-vous. Et pour avoir plus de subsides, pour avoir plus d'espace, il n'y avait pas d'autre solution que de déménager, même si évidemment, ce n'était pas dans l'intérêt de la table ou de l'autre poste, parce que du coup, ça allait. Mais bon, pour le festival, comme on était. Allez, pour le bien du festival dans le futur, ben, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est passé au cinquantenaire, ben, c'était plus difficile de rester dans l'organisation parce que c'était moins lié à l'activité du magasin, enfin de notre poste. Et donc, après, ça a aussi pris des dimensions tellement plus grandes une fois que c'était dans le cinquantenaire que la gestion est devenue beaucoup plus grande en termes de temps. Et donc, il fallait vraiment donner plus. Et là, c'était plus possible pour beaucoup de gens qui étaient dans l'organisation initiale, où là, quand c'était plutôt petit, il y avait moyen de participer. Après, c'était vraiment, on parlait de beaucoup plus d'organisation en termes de table, de subsides, de gestion d'éditeurs, de visiteurs. Donc voilà. Il y a eu d'autres bénévoles qui ont repris le flambeau. Et maintenant, même Tanju a fini par donner le flambeau de président après beaucoup À d'années. Charlotte, ouais. À Charlotte. Et Charlotte, qui était une des toutes premières bénévoles ah oui, complètement. du BGF. C'était elle qui aussi portait les Les bénévoles tentes. Voilà. Donc, et les bah, belles tentes. en tout cas, ceux qui font aujourd'hui partie de l'organisation du festival, la coordination du festival, bah, ont commencé comme bénévoles à un moment ou l'autre de l'histoire du BGF. Ouais. Et après, j'avoue que le passage au cinquantenaire, l'image qu'on en a de la 3e édition, les tentes, parfois il pleuvait tellement on rapprochait les tentes pour que le haut des tentes en fait fasse une espèce de de truc. Alors c'était complètement interdit, hein, mais ça on s'en foutait comme d'habitude, hein, mais et l'eau tombait un peu là. Et donc tu arrives au cinquantenaire avec ce soleil, parce qu'il y a eu du soleil la première édition, mais c'est une claque. Tu arrives par le haut et tu vois toutes ces tentes bien alignées là, et c'est grandiose. Je veux dire, tu passes de cette rue sombre, j'ai envie de dire, pluvieuse, au soleil rayonnant de ce parc. Enfin, c'était une claque. Et là, tu vois que le festival, tu dis, OK, là, ils viennent passer à un autre échelon. Là, on va pas en. Ouais, Mais la première année au cinquantenaire, en 2016, on a eu la canicule. On a eu un été très très chaud. Et on avait aussi à ce moment-là décalé les dates du festival. Au départ, je disais effectivement que c'était à la mi-août. Là, on l'a décalé au dernier week-end du mois d'août. Et donc, depuis 2016, c'est le dernier week-end du mois d'août. L'idée était aussi, à ce moment, enfin, je pense, à l'époque, puisque sur le mi-août, il y avait d'autres événements comme le Théâtre Nomade qui se déroulaient, et on voulait aussi se rapprocher de la rentrée pour voilà. Du retour des vacanciers, en fait. Voilà. Ouais, de retour des vacances, des Haussiens, de retour de vacances, et juste avant, effectivement, la rentrée des classes. Et ce passage-là, en termes de logistique, là, comment ça s'est... Tanju, tu as dû avoir un choc un petit peu dans les grandeurs que ça prenait, dans le sens où vous aviez combien de tentes, par exemple, Là, nous, on les 3 faisait, premières années? le nombre que je faisais à Nanine à l'époque, c'était 90 tentes, je crois. On était autour de 90. Pas loin de 100, ouais. En plus, évidemment, des tentes de la ville de Bruxelles et des partenaires qui venaient avec leur propre logistique. Mais sinon, oui, il fallait faire venir toutes ces tentes de Nanine. D'ailleurs, je crois qu'au bout de la 2e année, on a arrêté ça parce que c'était impossible. D'autant que les réponses du côté de Nanine arrivaient très tard, et donc c'était difficile de pouvoir s'organiser correctement et de pouvoir répartir le plan d'implantation dans des délais raisonnables.
Donc là, à partir de, je crois que c'était 2018, oui, on a plus fait appel qu'à des prestataires professionnels, quoi. Ça, finalement, au final, ça ne revenait pas beaucoup plus cher parce que Nanine, il fallait effectivement, les tentes étaient prêtées à titre gracieux, mais il fallait les faire venir, donc il fallait, Oui, c'est ça. ouais, il fallait donc Et Leclerc, il fallait donc la gestion, parce ouais. que c'est sur des racks en fait. Il faut se rendre compte que c'est quand même des semi-remorques, donc on loue des semi-remorques. Et puis après, il faut c'est sur des racks, donc il faut les mettre dedans. Ça, c'est eux qui faisaient là-bas, mais au retour, il fallait sortir tous les racks, amener ça avec. Donc tu fais pas ça à la main, c'était un truc de fou. Et ça pesait, je reviens toujours, ça pesait lourd, donc c'était fatigant et t'étais en fait crevé avant la fin du festival. Au début du festival, tu faisais tout ton Oui, tout à festival fait. et à la fin, tu dis ah bon les gars, il faut y aller. Hein. Donc tu avais les bénévoles qui se barraient parce que C'est t'avais ça. envie de le faire. Ah ouais. T'avais juste pas envie de le faire. Donc on était allez s'il vous plaît, restez. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'à la fin on mendiait les bénévoles, c'est vrai. La difficulté, en fait, c'est après le festival, après la partie publique, disons, lorsqu'il faut ranger, lorsqu'il faut démonter, oui. c'est là que les vraies difficultés arrivent, quoi. Parce qu'on est fatigué, parce que on est voilà, fatigué. il faut encore aller chercher au fond de soi. Et c'est là effectivement qu'on se rend compte que les bénévoles sont souvent extraordinaires. Moi, je me souviens que ouais, le dimanche, j'étais détruit, mais je dormais pas. Hein. Faut dire que je dormais pas 32 heures, je dormais pas. Ça, c'est véridique. Je fermais pas l'œil une seule fois. Et je gérais, je checkais même la nuit les bénévoles pendant les 32 heures. Donc le dimanche, j'étais mais décalqué, mais fini. Hein. Je me rappelle d'ailleurs d'un soir aussi où Nico a pété un câble, il n'en pouvait plus. Mais c'est parce que mais c'est parce qu'on est arrivé à un épuisement total, quoi. C'est 32 heures, c'est énorme. On s'en rend pas compte, mais c'est énorme. C'est énorme en temps de logistique, en temps de temps. Et puis porter des tentes, bah, c'est pas Alors, léger. Effectivement, c'est beaucoup plus que quand 32 heures, puisque en fait, on le montait le ah, bien sûr, Oui, vendredi. c'est ça. Donc la nuit du vendredi plus, ouais, samedi, c'est vrai. on faisait les derniers réglages. On essayait de dormir 2-3 heures à ce moment-là. Et puis depuis samedi matin très tôt jusque dimanche tard dans la nuit, on dormait pas, puisqu'il fallait tout démonter, etc. Et aux petites heures du matin du lundi, on devait reprendre la route pour aller reconduire. On louait un camion. Je pense que Bernardo, tu me confirmeras. Je pense qu'on louait aussi une camionnette, un truc comme ça, parce qu'il y avait en plus la logistique bière. C'est con, mais alors les fûts, les machins qu'il fallait gérer, ça passait. Et puis on retournait à Nanine, et puis on revenait reporter les trucs qu'on avait loués. Donc ça faisait une partie du lundi. Donc en gros, on dormait extrêmement peu entre le vendredi matin et le dimanche et le lundi soir en fait. Ouais, parce qu'effectivement, on avait des contraintes, évidemment. Il fallait ramener le matériel à temps, il fallait dégager la rue à temps. Et donc, on avait évidemment une pression énorme. Les rues devaient être dégagées, quoi. Il n'y avait pas à discuter. On pouvait pas se dire, oh, on fera ça mardi, quoi. Et puis voilà. Donc, ouais. Et effectivement, oui, après, c'est vrai que le démontage, c'est toujours un peu frustrant dans le sens où, au départ, il y a l'adrénaline, c'est-à-dire on fait le montage, c'est dur, mais on sait que c'est pour profiter du festival ensuite, c'est un peu la carotte. Après, une fois que ça s'éteint et qu'il faut tout, il y a une grosse partie du boulot finalement à faire et c'est un peu plus compliqué. En termes de juste la version avec, alors, vous l'avez précisé tout à l'heure, finalement, les bases en termes de donc la bourse au jeu, la zone proto notamment, mais l'arrivée des éditeurs, en fait, comme on connaît dernièrement, les dernières versions avec toutes ces tentes des éditeurs, c'est arrivé à quel moment? Déjà, les premières années, vous aviez des éditeurs ou... Dès le départ, on avait Timidement, je pense que je ne sais plus si la timidement, de première mémoire. année, on demandait une location ou pas, je pense. Je pense qu'on C'était gratuit. La on première n'avait année. pas des éditeurs. La première année On était n'avait pas gratuite. les éditeurs belges. On avait que les Majoritairement éditeurs. des éditeurs belges, La de mémoire. première année, on a fait éditeur belge et plus quelques exceptions Ouais, parce qu'ils voulaient venir, etc. Ou via Asmodée qu'ils avaient amené, ils demandaient à des éditeurs de venir et tout était gratuit.
Et c'est à partir de la 2e année où, vu qu'il y a eu du succès et qu'on s'est dit: «Bah, tiens, c'est sympathique, on va aller en Belgique, on n'a rien à faire à ce moment-là». Et puis à ce moment-là, on a commencé à avoir plus d'éditeurs et de demandes aussi, d'éditeurs qui disent: «Bah, moi, je veux bien venir». Et puis les choses se sont professionnalisées, je veux dire, tout ça Ouais. Là, naturellement. sur ma petite fiche, je vois 10 éditeurs belges. Donc, on avait 10 Voilà. éditeurs belges. Il y avait Pearls Game, Flightline Games, Édition de Hibou, Repos Prod, Azao Games, je pense, Sidon, Mushroom Game, qui était Nico à l'époque. Donc voilà, donc c'était vraiment des petits, pas beaucoup. Mais c'est normal, tu commences un festival, donc les éditeurs sont timides, ils savent pas trop, ils savent pas si ça va être quelque chose de sérieux, de concret, si ça va continuer. Donc oui, c'était à nous de faire nos preuves et de pouvoir les attirer à un moment ou à un autre. Et je Et pense déjà que la les deuxième preuves sont année, là. Hein. moi aussi j'ai mes fiches. Moi, j'ai laissé déjà allez, en 2016, on avait déjà un livre de presse, donc voilà. Ah oui. Et donc déjà en 2000, donc à la deuxième édition 2014, on avait déjà 14 éditeurs et 4 distributeurs. Wow. On est monté très vite. Ouais. Ouais. Et 16 ou 2. Alors, ça, le ça a l'air document. de rien. Ça a l'air de rien maintenant quand tu prends ces chiffres-là et que tu dis que tu compares à des paris ludiques ou ce genre de choses-là. Mais après, quand tu vois les chiffres de paris ludiques et l'évolution, honnêtement, Bruxelles n'a strictement rien à envier aux autres. Hein. Ah oui, clairement. Quand on sort de la Belgique et qu'on voit les autres festivals, on peut vraiment être fier de l'expansion, timide forcément au début quand tu es dans une rue avec des choses qui sont très coincées, mais une fois que tu as l'espace maintenant, vraiment c'est un des plus beaux festivals, reste Bruxelles. Et c'est pas parce que c'est belge que je le dis, c'est par l'expérience que j'en ai de beaucoup de festivals français et étrangers. C'est un très très beau festival. Ouais. Il faut dire aussi que le déménagement au parc du Centre Conteneur a beaucoup aidé à la notoriété du festival. Quand on a plein de témoignages d'éditeurs, d'auteurs étrangers qui sont venus au BGF dès 2016. Ils étaient éberlués par le fait effectivement qu'un festival de jeux se tienne dans un cadre pareil. Au pied des arcades du cinquantenaire, ça en jette en fait. Hein, et il n'y a aucun événement en Europe qui peut égaler en fait finalement le cadre dans lequel se déroule ce BGF. Quoi. Mais d'autant plus que ça représente aussi un endroit dans l'architecture bruxelloise, c'est un endroit de passage aussi. C'est-à-dire que tu vois, potentiellement, tu as plein de personnes qui vont se balader dans ce parc ou aux alentours et qui ont découvert le festival par curiosité, en fait, simplement. Hein. Et donc, ça participe justement à donner un petit peu un côté grand public, bon enfant, familial au festival, clairement. On est un des rares, je pense, peut-être même le seul, il me semble, festival ludique en plein air. Oui, ce qui est paradoxal pour la Belgique, finalement. Tonjo, tu disais ? Non, je disais qu'on est vraisemblablement le seul festival ludique en plein air. En Belgique, oui, parce que, mais pas en Europe. En Belgique, oui, mais pas en Europe. Paris ludique. Ici, donc ici, au parc du Cinquantenaire, c'est un espace public ouvert, ce qui est gratuit. Voilà. Plein air et gratuit. Voilà. Tout à fait. Et alors, Full Panda, il me semble que je ne t'ai pas entendu par rapport aux conditions alimentaires du festival. Toi qui as vécu les premières un petit peu, là. Comment ça s'est passé un peu parce qu'il y a eu les derniers, franchement, c'était bien équipé. Mais au départ, comment ça se passait un petit peu pour la nourriture ? Ouais, moi, je me souviens, en tant qu'animateur, moi, j'avais droit au sandwich. Parce qu'il y a des sandwichs qui étaient préparés. Mais sinon, oui, effectivement, c'est vrai que je me souviens, les commerçants n'étaient pas... Au tout début, les commerçants n'étaient pas ouverts. Et donc, c'était via la table que tu pouvais acheter à manger ton bon grand burger bien fat. Et c'est vrai que du coup, les années suivantes, les petits commerçants à côté, on se dit, tiens, on va quand même ouvrir. Et donc, ils ont commencé à faire leur pain saucisse, je crois que si je me souviens bien, des trucs comme ça, un peu vite fait, pour dire, on va essayer de rentabiliser, quoi. Et, ça, c'est vrai. Et donc, c'était Qui n'arrangeait pas nos affaires.
En fait, oui. ça n'arrangeait pas oui, nos non plus. affaires, mais le plus drôle, c'est vrai que ça n'arrangeait pas nos affaires, mais le plus drôle, c'est que tous les commerçants du quartier, quand ils ont vu l'ampleur du festival, quand ils ont vu le monde qui y arrivait et l'intérêt de ce festival, ils ont tous voulu ouvrir d'un coup. Ils étaient prêts à ouvrir le dimanche. C'était un truc de fou. Ils voulaient tous faire leurs saucisses dans la rue, au détriment de la table qui, évidemment, était normalement le pôle central de la nourriture. Enfin, bref. Et ensuite, Ouais, après, et en au plus, parc du c'était Centenaire, comme il y avait, comme on a eu les chiffres. Ouais, on a eu les chiffres, hein. Donc t'imagines que de 2000, tu passes à 4000 et puis à 6000, ouais, c'est et fou, toujours ouais. dans le même espace, quoi. Donc je t'imagine pas le goulot que c'était à la fin. Et là, en pandémie, tu oublies, quoi. Ce genre de truc, on se collait, quoi. Et donc, ouais, c'est vrai que par rapport à ça, c'est vrai que il a fallu upgrader aussi tout l'espace cantine, quoi. Et donc, il a commencé, bah oui, à avoir les food trucks qui sont apparus et tout ça. Les années suivantes, parce qu'il faut finalement plus de monde, il faut nourrir tout ce petit monde, quoi. Ouais. Et ce qui est bien, Un festival, voilà, quoi. ce qu'il faut souligner aussi, c'est que chaque Mm. année, le festival cherche à s'améliorer. Alors, je dis ça, ça a l'air con, mais et bateau, mais ce qui est vrai, c'est que en termes de nourriture ou en termes de boissons, par exemple, il y a une année où c'était un enfer de faire la file pour aller chercher à boire. Mais voilà, ça s'est amélioré l'année d'après. Il y a eu de nouvelles formules. Et ce qui est bien, c'est que le festival n'est pas campé sur des acquis. Enfin, camper, point, tout court, et cherche toujours à se renouveler et être dans le dynamisme. Et ça, c'est vraiment exceptionnel vu l'ampleur du festival. Oui. Mais ça, il faut saluer aussi toute l'équipe logistique hein, du festival, toute l'équipe autour de Samira hein, qui a rejoint le festival à partir de 2017, je crois, ou 2017, à partir de la deuxième édition au cinquantenaire. Et donc là elle et son équipe font un gros boulot de coordination logistique assez impressionnant. Quoi. Ouais. Et on a essayé, je pense, c'était à la deuxième édition du BGF, on a fait nous-mêmes le catering. On a fait Oui. c'est quoi, des hot dogs. Je me souviens d'avoir été chercher genre une quantité phénoménale de saucisses et on a fait des hot dogs pendant. Mais à la fin, il nous restait encore. On avait mal calculé les quantités parce qu'il nous restait trop. Il nous restait 2 bacs de saucisses, on avait vendu que les 2. En plus, il pleuvait, en fait, c'est le problème Mais aussi. oui, c'est pour ça, Quand il il avait pleuvait, les gens plu n'avaient pas et envie. on n'arrivait plus à faire les. Mm. Personne ne voulait manger les hot dogs qu'on avait fait parce que sous la pluie, c'était pas terrible. Mais Comme disait, c'est vrai que comme dit Cinélia là dans le chat, effectivement, on avait foutu des tentes un peu partout et les commerçants, ils voulaient vraiment faire leur beurre, donc comme par hasard, ils allaient ouvrir. On a dû commencer à aussi bouger des tentes parce qu'évidemment, on cachait leur devanture et ça les faisait chier, quoi. Et c'était Ouais. là, c'est vrai que c'était, il y a des années où c'était folklorique à un moment. Et en termes, Nico, tu parlais de professionnalisation, de s'améliorer au fur et à mesure des années. Et tout à l'heure, Patrick, tu nous as montré quelques objets un petit peu d'époque et qui étaient oui. déjà de belles factures. Hein. Est-ce que tu peux faire un peu profiter là tout le monde Alors, je sais pas où je peux de le montrer. ton... Alors montre Oh, un ben, petit peu je- la toute première affiche parce qu'il Si y a, je il y a monte là, ça quelques va sur la première. Je sais Alors pas ça, si c'est se pour voit. Nico. Si tu veux bien monter la première affiche et Nico, comme ça, Nico On a monté Alors, les c'est la- différentes affiches qui ont. Nico fera une anecdote sur la première Alors, affiche. je pense que c'est la première ou la deuxième, Tanju, je C'est la pense, toute avec- première, donc ça, celle-ci, Yeah. c'est 2013 et c'est moi qui l'ai fait. Je m'en Oui, souviens alors- très bien alors- parce que j'ai galéré. Ouais. Elle est, Oui, elle est voilà, magnifique ça, c'est en lui. fait. Hein. Première, Et et celle- il me semble que sur une des versions, alors j'ai pas retrouvé cette version-là, sur une des versions, il y a un atomium avec 10 boules. Voilà, c'est ça que je voulais voilà. Oui. c'est ça. Elle a posé Alors, attends, problème. je vais te donner la fiche. Il y en avait Elle a- 1, 2, 3, 4, 5, Avec 6. déjà ce jaune orange prédominant, quoi. J'essaie de regarder. Je sais qu'il y en a une là, mais compte-les. Dans la fiche finale, enfin cette version-là, Voilà. Voilà. il y a 9 boules. Mais il y a une version où effectivement il y avait il y a 9 boules sur l'atomium. Et moi j'ai une anecdote, effectivement, à un moment tu étais allé déposer ces flyers à l'atomium. Voilà. Tiens, Bien, Patrick. Phénoménal. moi Non, Oui, c'est bien pas.
Donc, Assume. toi, tu allais C'est déposer des flyers en toute innocence à l'Atomium. Voilà, Et, tout à fait. et c'est là que on apprend en fait que le sigle de l'Atomium est Et protégé. Et qu'il faut payer des droits d'utilisation de l'image de Tout à l'Atomium. fait. Mais C'est on a dingue. réussi à être des grands rois et négocier. Donc la première année, on n'a même pas dû la payer, je pense. Non, Ça on a n'a été rien cool. payé Hein. du tout, on n'a jamais rien payé. On a rien payé. Non. Mais on arrive effectivement qu'il s'agissait d'un événement culturel et que voilà, on a pu obtenir les autorisations l'année suivante. Je crois qu'on avait utilisé aussi une fois l'Atomium lors Ouais. des affiches. Mais par la c'était suite, cool. on a veillé à ne plus utiliser de lieux où des droits de. Ça avait été cool, parce que je me rappelle que comme voilà, on avait Et un peu votre- discuté, on avait expliqué que c'était une ASBL, qu'on faisait un festival pour promouvoir le jeu, que c'était gratuit, que c'était pour. Et du coup, finalement, ils ont été très sympas au final, et ça s'est bien passé. Mais faut savoir que des affiches, c'est des débats. Hein. Faut pas croire que ça se fait en 2 temps. Hein. À l'hôpital, Nicolas veut tout dire. Faire une affiche. Alors, faut savoir qu'il y a 8 personnes au tout début du festival. C'est 8 personnes qui ont 8 idées différentes. Donc, c'est la rame. Et qu'est-ce qu'on met? Et quelle couleur? Et pourquoi on mettrait pas ça? Ah, mais non, ça va pas. Et alors, les affiches, ça prend en fait plus de temps que n'importe quoi, pratiquement. Non, c'était incroyable, ces affiches. Et à propos d'un peu d'anecdotes aussi, il y a Cinélia, et je sais que Patrick Oui. va pouvoir, et les autres aussi vont pouvoir répondre à ça. Je vois qu'il y a Cinélia et Cédric qui proposent un gobelet. C'est un des premiers gobelets. Je crois que tu l'as, Patrick, non? C'est Non, moi, Bernardo qui l'a. Ah, ben voilà, c'est Bernardo qui l'avait Je montré crois que tout c'est à l'heure. Tanju qui avait le Ouais, gobelet, c'est- ou Bernardo qui l'avait. Ouais. C'est celle avec la faute, non? C'est ça, oui. Le tout premier Ouais. gobelet, je crois que c'était la deuxième édition. Hein, c'était, Oui, et on et en plus, c'était avait commandé des Eco Cup. Ouais. Ouais. Et on en a fait. Alors ça a été beaucoup. toute une aventure, ces Eco Cup. Peut-être Nico, tu peux le raconter. Ouais, je me rappelle plus trop, mais ce que je vais me souvenir, c'est qu'on avait décidé effectivement de faire des éco-cups et puis de prendre le système comme d'habitude. Hein, on les rend et puis les gens vont pas les rendre et puis du coup on a la consigne et puis qui nous coûte. Bref, l'idée c'était de garder quelque chose périn dans le temps et qu'on gagne un peu d'argent. Sauf que il y a une énorme faute d'orthographe, on s'est fait charrier. Et on s'est posé la question, qu'on fait quoi maintenant avec ces centaines de gobelets qui nous restaient sous les bras? Et vous pouvez la préciser, la faute, parce qu'en fait, on n'a pas bien, ça se voit pas très bien à l'image. Non, vas-y Bernardo. Mais Montre- non, celui-ci, je vois pas, il n'y a pas de faute. Je pense que c'est la deuxième version, ça. On a fait deux C'était une faute versions. d'orthographe, genre C'est la première, il n'y en a pas eu d'autres. de conjugation. Patrick, il doit avoir ça dans Patrick, il doit avoir. dans Moi, ses c'est en carton, je cartons pourrais de pas vous collection. Ouais, c'est une faute d'orthographe bête, hein, mais. Non? Tu la vois pas, Bernardo? Non. Et vous comprenez pourquoi elle est toujours. C'est que... Oui, c'est ça. Ça passe en fait, les gens regardent pas trop. Les gens regardent pas. Ah, cet été. Ah oui, voilà, c'était ça. Été. Ah oui, d'accord. Ah Ouais, je crois que c'était ça. Ça a échappé à Bernardo. Donc, Oui. Et voilà. en néerlandais, il y a une faute effectivement. apparemment. Ah oui, d'accord, ouais, Oui, cet et alors, été, en ouais. néerlandais, il y avait aussi une faute en néerlandais, en plus, alors que ça avait été rechecké. Ah ouais, c'était Deze zomer Bruxelles. Il n'y a pas un S à Bruxelles, je sais pas. Attends. Non, mais c'est On pas. était c'est fatigués. pas- On était pour notre gouverne, on était fatigués. Hein. Et on avait commandé 5000 gobelets. Oui. Ouais. 5000, voilà. Et on n'était même pas sûr de les avoir, en fait. Parce qu'elles venaient du sud de la France, du côté des Pyrénées. Je crois que l'imprimeur se trouvait du côté des Pyrénées. Et que, vu le retard qu'on avait pris pour envoyer les fichiers, il n'était pas sûr qu'on puisse les avoir à temps. On avait même pensé envoyer une équipe sur l'île pour récupérer les gobelets, parce qu'ils pouvaient éventuellement aller sur l'île et puis qu'on puisse les récupérer. Et puis je sais plus ce qui s'est passé, mais finalement on les a eu à temps. Mais ça a été très 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 compliqué. Et
Et l'histoire des gobelets, elle n'est pas venue des jetons qu'on avait rachetés à Bruxelles, je sais pas quoi, là, après l'Atomium. Tu sais, les C'était jetons, la les 3 coupe, jetons de couleur. c'était la coupe d'Europe ou la coupe du monde de foot. Oui, on avait. Voilà, et C'était du l'Union coup, belge qui avait des centaines, enfin des milliers de jetons aux couleurs de la Belgique. Donc en jaune, discutant rouge. avec. Ouais. On va là, et puis on discute avec une dame, et je parle avec une dame, elle me dit: «Ah, on a des jetons, et on sait, en gros, on sait pas quoi en faire, vous les donnez, on les vend, on les donne. Bon.» Et du coup, on a récupéré ça, et on s'est dit: «Bon, on fait quoi avec ça maintenant?» Et c'est comme ça qu'est né. Voilà, les trucs s'enchaînent en fait à chaque fois, quoi. Et il nous reste encore, enfin dans le stock du BGF, il reste encore de ces jetons par centaines. Ouais. Ah, c'est fou, quoi. Ah ouais. C'est collecteur, quoi. On pourra les signer. Quand, Ouais, quand on sera- on va organiser ça pour une vente de charité. On dit ça, on dit rien. Ah, pour une vente de charité, il y a moyen. Il y a des t-shirts, il y a des posters, il y a des flyers Alors, de il y a la un autre première truc époque. il y a Pas de une autre souci. chose qui est de collector, c'est parce qu'il n'en parlera Mm. pas, Patrick n'en parlera pas, mais il faut savoir que les multis sont toujours été particuliers au BGF. Faut en parler, ça, quand même, un petit peu de ce multi lors des tournois, le vainqueur. Qu'est-ce qu'il recevait, Patrick? Oui, tout à fait. Oui. J'en avais parlé. Et t'en as un peu Ouais, chié non, pour mais le faire, hein, pour les faire, en fait. voilà. Donc, en gros, c'est vrai que pour le tournoi du Mulki, puisqu'on avait un tournoi de Mulki, on était en association avec comment il s'appelle, celui de Namur, là, allez, je me rappelle plus comment il s'appelle, Cédric l'organisateur de Mulki. ou... Pas Cédric ou juste... Non, Enfin bref. Je sais plus. Enfin bref, c'est lui qui s'organisait Mike. surtout, qui organisait les tournois du Mike, Molki. voilà. Mike, voilà. Il organisait les tournois du Molki, et donc effectivement pour les tournois de Molki, pour le gagnant, je customisais les Molki, donc je les peignais. Je me rappelle qu'à l'époque, bon, je fais ma pub, je suis désolé, mais c'est vrai que c'était Dédale qui offrait le Molki pour le BGF. Et moi, je le customisais, donc je le peignais avec des thèmes. Et bon, ça dépendait un petit peu de l'année ou de la période. Je sais que j'ai fait des Schtroumpfs et j'ai fait évidemment des Avengers à l'époque, des super-héros. Mais je pense qu'il a une photo, Nico, il a une photo. Enfin, pas toi, l'autre Oui. Nico. Waouh. On pourra peut-être le mettre. Voilà, pourra peut-être le mettre. Je sais pas si on le verra, Si, mais si, voilà. ça passe. Ouais, ça me prenait du. Ah, tu m'étonnes. Ça me prenait du temps. Bah ouais, à fond, ouais. Il manquerait plus que ça, quoi. Ouais. Et alors, évidemment, les gens, ils étaient complètement fans de pouvoir gagner ce Molki, quoi, qui était customisé. Ça, c'était une particularité du BGF, c'était qu'effectivement, tu avais voilà, la possibilité de gagner ça, effectivement. Voilà. On Ouais, c'est voit cool. de belles images de Molki, c'est vrai que ça donne envie, quoi. Moi, je prenais de mon pli, j'avoue que c'était plaisant, mais c'est vrai que ça mettait du temps, énormément de temps. Mm. Merci Nico de nous le rappeler. Ça va. Oui, j'imagine. Mais c'est vrai que J'imagine. un fameux talent, et c'est dommage qu'on puisse plus en profiter au niveau du BGF. Si, moyennant... C'est un message, c'est un petit message sous-jacent, monsieur Tenjou. L'organisation, Moi, ça, je dis rien. le message me semble clair, en fait. Il me semble pas si sous-jacent que ça. Il me semble assez clair. Non, mais effectivement, c'est. Charlotte, sur Enfin, le ça chat, saute aux yeux, quoi. Clairement. va intervenir. Tu vas avoir une proposition de Charlotte. Oui, c'est ça, t'inquiète. Elle me les avait déjà proposé, c'est juste que j'ai jamais eu de temps à le faire, et je sais qu'elle avait Je demandé rappelle. à une autre artiste de le faire Elle confirme. les autres fois. On peut insister auprès de Pat, mais il y a des questions de temps, de disponibilité aussi. Ouais. Ouais, ça va, je me sacrifierai, je vais le faire. Allez, voilà, c'est bon. Je veux bien en refaire un pour le plaisir de. Ça fait longtemps. Allez. On retient. Charlotte, tu entends mon message. Mais ça va, j'ai encore une année, puisqu'il n'y a pas de BGF cette année. Il est déjà 21h45 et qu'on va essayer de clôturer tout doucement, tout doucement. Moi, j'ai une question, voilà, pour chacun un peu dire ce qu'il en pense. Mais donc, vous avez participé à la genèse, à cette naissance du BGS avec ces anecdotes, avec ces premières années un peu de folie et voir comment finalement le BGF a évolué et tout. Finalement, maintenant, en tant qu'ancien et en tant que, on va dire, un peu spectateur et parfois un peu participant joueur, quelle est votre ambition pour les années à venir du BGF ?
une grande question, n'est-ce pas? Mais, Non. Euh, on va peut-être moi, faire pour moi, Nico. Commence Je par vais Nico. encore mettre la Ok. barre trop haut, mais je Ouais. pense qu'atteindre les 50 000 d'ici 3 à 4, enfin ça dépend évidemment de la condition sanitaire, mais je pense que c'est pas si déconnant à 10 ans d'arriver autour des 40 000 entrées. Je pense que c'est pas si déconnant ça, d'arriver à 40-50 000 entrées pour 10 ans d'existence et d'augmenter sur. Et il y a un cap à passer. Une fois que tu auras 50 000 visiteurs, ça va s'emballer. Donc être un pilier majeur, un festival majeur et incontournable en Europe. T'as la réponse. Après, il y a un lieu évidemment qui, Il y a tout. voilà, qui doit être adapté à ce genre de situation, effectivement. Mm. Oui. Non, je me calme pas, Charlotte. Je lis le chat en même temps. Bah non. Moi, je trouve que c'est un beau challenge et on motivé Pour qu'on moi, le je dise. souhaite le meilleur au BGF. Donc voilà, je vois que la nouvelle équipe est dynamique, elle est jeune, elle en veut. Ils ont une très bonne équipe maintenant actuellement. Donc ça a déjà pris de l'ampleur et je pense que ça ne peut que aller de l'avant et que évoluer encore plus. Donc moi, je leur souhaite vraiment, vraiment. Enfin voilà, maintenant je suis un peu extérieur, je suis un peu touriste, je vois ça de notre œil. Mais peut-être que ça va être présomptueux, mais je vois ça comme mon petit bébé qui a bien grandi. Voilà, c'est votre bébé aussi à Tenju, Nico et les autres. Mais voilà, je vois ça comme mon petit bébé qui a grandi. Je suis toujours fier quand je le vois, en fait, de voir où il est arrivé en me rappelant évidemment de où ça a commencé et comment ça a débuté. Ouais, voilà, quoi. C'est un vrai coup de cœur. Oui, moi, je pense aussi que avec la pandémie, tout le monde voudra revenir sur les événements. Et donc, j'ai bon espoir que la prochaine édition du BGF batte le record absolu. Et du fait que ça soit au cinquantenaire, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite d'espace. Je ne sais pas exactement quel est le maximum, mais je pense qu'il y a des chances qu'on atteigne des chiffres faramineux parce que les gens n'en peuvent plus de la situation actuelle. Et le prochain BGF, je suis sûr que ça sera de loin un record, si pas européen, au moins belge. Faut savoir Alors, quand tu parles du prochain, c'est le prochain. Bernardo, quand tu parles du prochain, il faut tenir compte, ce sera le prochain en conditions classiques, j'ai envie de dire. Oui, en conditions plus normales, parce Voilà. que effectivement, Ça. maintenir le Ce mètre ne sera 50 pas le pour prochain. jouer, c'est pas toujours évident. C'est ça. Mais ce ne sera pas le prochain, donc celui du mois d'août, mais Non, en tout cas le prochain dehors en des conditions. Covid. Ouais, tout à fait. Cela dit, en termes d'événements ludiques, le prochain BGF s'inscrit dans l'année comme l'un des premiers. Effectivement. Donc, ouais. c'est pas, malgré tout, c'est pas si déconnant. C'est pas si déconnant du tout. Ouais. Mais il faut voir maintenant dans quelles conditions le festival pourra s'organiser cette année. Là, je suppose que dans les prochains jours, prochaines semaines, l'équipe organisatrice pourra communiquer un peu sur cette édition-ci, mais donc sans empiéter sur cette communication. Moi, j'espère effectivement que le festival puisse retrouver ses bases au cinquantenaire dans un avenir plus ou moins proche et puisse repartir de plus belle sur la lancée qui a été celui du BGF ces dernières années. Mais en tout cas, voilà, avec la nouvelle équipe qui s'est considérablement renforcée, je pense, ces derniers mois. On peut avoir confiance sur l'avenir de ce festival. Joliment dit. Bien, merci à vous tous. Moi, j'aurais juste une petite, avant de saluer tout le monde, j'aurais juste une petite question, je voudrais demander à Patrick s'il peut nous montrer les t-shirts, parce que c'est des choses qui parlent quand même, quoi, pour les participants. Moi, je n'ai jamais été qu'un participant. Cette année, j'ai intégré, on a intégré l'équipe organisatrice, mais jusqu'à présent, moi, j'étais vraiment un simple visiteur. Et c'est vrai que ça me parle, en fait.
ces Je me rappelle t-shirts plus et donc exactement les années. Je vais pas faire le pas grave. mannequin, je t'explique. Non, mais c'est juste nous les voilà, rien que de les voir, c'est vrai que ça Voilà. rappelle un peu de bons souvenirs à tout le monde. Il y a le jaune et le C'est le- rouge. Il faut le dire. premier t-shirt. Alors juste pour terminer, ça a fait quand même débat cette couleur. Hein. On n'était pas tous fans, hein, je t'assure. Le jaune canari. Alors effectivement, ce que ça intéresse, hein, je me souviens, parce que dès la première édition, vous faisiez des petites capsules vidéo où vous baladiez dans le festival, et il y avait toute l'équipe de montage qui était derrière la table, enfin pour faire toutes les petites vidéos le jour même, quoi. Et on a encore ces petites vidéos sur la chaîne YouTube du BGF, donc on vous Ouais. voit avec les t-shirts en train de vous balader dans les allées. On a encore tout Et ça. alors, t-shirt et polo, parce que ça aussi, ça a été une longue et âpre Ah oui, discussion. c'est vrai. Il y a Les suites, eu encore. une année, Et les suites. on avait imprimé. Non, il y a eu des sweatshirts. Des sweatshirts qui ont été imprimés pour les organisateurs. Qui étaient beaux. Moi, j'ai encore le mien, là. Il est toujours au bout de 6 ans, je crois, 6-7 ans, il est encore là. Ils sont increvables. Ils sont increvables. Incroyable, Et ils ont été faits en Belgique. Patrick, je te laisse dire. J'oublie toujours le nom de l'entreprise, mais c'est aussi, ça, c'est un produit belge de nouveau. C'est King Clothing, Exactement. c'est Stéphane Exactement. qui faisait les t-shirts, voilà. Et qui a été extrêmement Bah, génial. qui a... et qui continue à les faire aussi. Hein, donc, Oui, ça reste le partenaire précieux du BGF, je pense, au niveau de Ah, mais la qu'on- production tout à des fait, t-shirts. Ouais. C'est vrai, il continue encore, je ne savais pas, tu vois. Mais... Ouais, ouais. Il a ses doubles casquettes, hein. Il est patron du magasin d'Edel et en plus il fait ça, Ouais. donc mais je savais pas qu'il continuait à faire qu'il faisait les t-shirts encore actuellement. Ah bah voilà, comme quoi, tu vois, je ne savais pas tout. Ouais. Ça continue. Bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Foodpanda, moi j'ai passé une bonne soirée, j'ai appris plein de trucs. Et toi, ça t'a remis un petit peu ça t'a réveillé les souvenirs, j'imagine. Ah bah oui, satisfaire la curiosité des uns et des autres, c'était un peu l'objectif, bah oui, de présenter la jeunesse. Moi, j'aime toujours ces histoires, hein, de savoir d'où on vient, de comment c'est né, de dire, voilà, que c'est souvent comme ça, c'est la camaraderie au début, c'est toujours, on part, si on faisait ça, et puis finalement, si on faisait ça devient un festival hyper important, et c'est toujours chouette de voir ça, quoi, que finalement l'idée est pérenne, que ça s'agrandit, que ça continue, qu'il y a des gens motivés qui reprennent, qu'il y a un public qui répond présent, voilà, même quand il fait parfois qu'il y ait de la pluie ou autre. Donc effectivement, voilà, c'est une histoire chouette à raconter. Et donc merci à tous les 4 d'être présents ce soir et d'avoir vos anecdotes et votre histoire. Merci d'avoir lancé le BGF. Je veux dire, on est là grâce à vous. On espère de se montrer à la hauteur, effectivement, en reprenant un peu des rôles de participation et de pouvoir mener encore à bien et surtout de mettre la barre toujours un peu plus haute. C'est que nous, moi j'ai intégré l'équipe du BGF avec de l'ambition, je ne l'ai pas caché à Charlotte, qui lui dit hop, on se calme, ça a été sa première réflexion. Donc, Elle continue. donc ouais, quand on dit plus de spectateurs, voilà, quand on dit beaucoup de spectateurs, de public présent et tout ça, bah oui, nous c'est tout ce qu'on espère. Voir évidemment, bah, je crois que et qu'on essaye de plus respecter cette philosophie du jeu comme vraiment quelque chose d'accessible, d'ouvert pour tout public. C'est voilà, c'est le jeu qui rassemble. Je pense que c'est vraiment un leitmotiv qui nous unit au sein du BGF. Je crois que c'est vraiment ça qui nous pousse aussi à faire des animations. Parce que maintenant, le BGF, c'est pas que le festival. Il y a toutes les animations Vauxhall ou des choses comme ça. Voilà, on fait la promotion du jeu effectivement comme outil culturel, mais finalement outil social puisque ça rassemble. Et donc ouais, on a de grandes motivations. On espère que ça va aller de mieux en mieux, effectivement. Le festival est Je sais parti pas du si cœur. Macmillan, tu veux... Oui, Le effectivement. festival En est fait, parti du bah cœur. oui, c'est ça le tu vois. cœur. Et il continuera, je pense, avec le cœur de.
C'est cette énergie, Ouais. cette Ouais. énergie-là qui transparaît clairement, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, 4 personnes qui se disent chiche, on le fait. Moi, dans ma vie, je l'ai déjà fait plein de fois, mais on l'a jamais fait vraiment, en fait. Donc, ce qui est exceptionnel, c'est que non seulement vous avez passé ce cap-là de le faire, et de le faire de quelle manière, en fait, et tellement bien que la première mouture, finalement, elle a été conservée et légèrement déclinée, et puis agrandie, améliorée. Mais Ouais. enfin, tout était déjà là dès le départ, finalement. Ouais. Donc Mais je pense bravo à vous, quoi. il y avait aussi de l'inconscience de notre part. Il en faut, évidemment. On ne savait pas dans comment ça marchait. Je pense que si on l'avait su, on l'aurait peut-être pas fait. Mais Non, mais je pense que voilà, regarde, on s'est dit chiche, on va le faire. Et finalement, on a eu raison de le faire. oui, Et maintenant, ce festival ne nous appartient plus, il appartient à tout le monde. Ouais. Il vous appartient maintenant à vous et à tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient acteurs ou bénévoles ou simples spectateurs et finalement joueurs. tout à fait. Et tu parlais d'inconscience, mais je pense que si vous aviez réfléchi 5 minutes de plus, vous n'auriez pas fait le festival. Donc c'est très bien comme ça. Bravo. Merci à vous. Tu dois juste imaginer que c'était un pari de personnes bourrées, hein, c'est tout. Mais c'est bien ce que j'ai laissé entendre, en fait. C'est bien ce que j'ai laissé entendre. Plus connaissant la tentation à l'époque, effectivement. Dans quoi on s'embarquait. Voilà. Bien, merci à vous en tout cas. On se retrouve donc Full Panda. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne donc du BGF à 20h30 avec quel est le programme? Je me souviens plus. Cléonis, c'est BGF Joue. Ah voilà, avec Cléonis c'est Cléonis qui reprend le flambeau la semaine qui prochaine. va nous faire jouer. Alors vous aurez plus d'infos d'ici là. Et Full Panda et moi, nous nous retrouvons mardi, avant la semaine prochaine, mardi soir sur notre chaîne pour le live. Donc, si vous voulez nous faire un petit coucou, n'hésitez pas. On vous salue à tous. On vous remercie encore. Merci. Et Merci à vous de nous avoir fait une place. avec Voilà, plaisir. c'est cool. Les espaces sont faits pour ça, justement, pour être comblés avec du contenu de qualité. Justement, on a retenu que là, c'était important de parler de ça ce soir, quoi. Donc, Là, merci. ça m'a fait plaisir de retrouver mes vieux complices. Mais de toute façon, on se recroise. Là, ça semble comme si on est quand même pas très loin les uns des autres. Donc, on se recroisera bientôt. Nico viendra nous faire un petit coucou, parce qu'il est toujours un petit peu loin, là. Mais il nous amènera le soleil. Voilà, on se recroise bientôt. Bien, une bonne soirée aussi à tout le monde sur le chat qui a participé, évidemment, comme d'habitude. Je ne vais pas citer les noms parce que je vais en oublier, mais en tout cas, c'est sympa. J'espère qu'on aura pris la peine suffisamment de relayer vos questions. En tout cas, je pense qu'avec toutes les anecdotes et toute l'histoire... C'est plus des anecdotes que des questions. Ouais. Bien, au revoir tout le monde, Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir.